Merci beaucoup, professeur Arnaud Fontanet, d'être avec nous ce matin. On est extrêmement honorés parce que vous êtes sur les ondes en France à peu près tous les jours. Et on sait qu'en ce moment, évidemment, vous êtes sur tous les fronts. Donc, je vais d'abord donc, ce sont tous les élèves de première et terminale qui assistent à cette conférence. Voilà, on les voit rentrer doucement. Et d'abord, je vais laisser la parole à Noah Mzika, élève de première, qui va donc vous présenter. Noah, c'est à toi, il faut que tu unmute. Oui, donc Arnaud Fontanet est chercheur à l'Institut Pasteur en épidémiologie des maladies infectieuses et tropicales et professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Ancien interne des hôpitaux de Paris, docteur en médecine à l'Université Paris 5 et en santé publique à l'Université de Harvard, il est spécialisé en épidémiologie des maladies infectieuses et tropicales. Titulaire de la chaire Santé publique au Collège de France depuis 2018. Il est membre du conseil scientifique mis en place par Emmanuel Macron pour la gestion de la pandémie de Covid-19 en France. Merci beaucoup. Donc voilà, on va pendant 40 minutes poser des questions qui ont été préparées par les élèves avec leur professeur de sciences, Marie-Odile Couture, qui est donc là, et aussi avec la collaboration de Camille Barré. Et ces trois élèves sont les élèves de première, Oriane Dargan, Salomé Grouzinov-Benavides et Manon Dubois. Donc, on va commencer sur la problématique du virus et je vais demander à Oriane de poser la question 1. Quelles sont les caractéristiques du coronavirus qui le rendent différent des autres virus? Et comment peut-on expliquer que certains virus provoquent les mêmes symptômes, comme par exemple la grippe, et d'autres symptômes très différents, voire même peut-être asymptomatiques? Bien, donc merci beaucoup Oriane pour ta question. Les questions les plus simples sont les plus difficiles pour un scientifique comme moi, c'est-à-dire que ce que tu demandes est une question qui semble effectivement pleine de bon sens et on a des réponses seulement partielles. Ce qu'on sait des virus, c'est que finalement, ils pénètrent dans notre organisme grâce à des récepteurs. Et l'endroit où se trouvent ces récepteurs conditionne finalement les organes qui vont être touchés par un virus. Donc, pour le SARS-CoV-2, hein, qui est le virus dont on parle, il rentre dans les récepteurs par cette protéine de surface qu'on appelle la spicule. Vous savez qu'on dit que c'est un coronavirus parce qu'il y a une couronne autour, et c'est une couronne qui est faite donc de spicules, de petites protubérances à la surface du virus. Et à l'extrémité de cette protubérance, il y a un site qui peut se fixer sur un récepteur qui est sur les cellules des muqueuses, notamment donc, du tractus respiratoire. Et ce récepteur s'appelle ACE2, et ce coronavirus du SRAS se fixe dessus, et c'est comme ça qu'il rentre. Et selon les organes sur lesquels se trouvent finalement ces récepteurs ACE2, tu peux savoir finalement quels seront les principaux symptômes de la maladie. Et ici, c'est vrai que c'est vraiment un virus qui arrive sur ce qu'on appelle donc le tractus respiratoire, qui peut être la partie haute, et donc ça c'est la gorge, le nez, et puis plus bas tu descends avec les trachées, les bronches et les poumons, et tout ça est tapissé de ce récepteur ACE2, et quand le virus arrive, il peut se fixer, rentrer, et c'est à ce moment-là que tu as les symptômes. Mais pour prendre un exemple par rapport à la question que tu poses, même au sein des virus respiratoires et même au sein des coronavirus comme celui-là, il y a en plus des récepteurs complémentaires qui font que le coronavirus du SRAS, par exemple, dont vous vous souvenez peut-être, qui était responsable de ces pneumopathies, hein, donc atteintes respiratoires similaires et qui était parti de Chine en 2003, lui avait vraiment tendance à se localiser dans le fond des poumons. Et ce nouveau coronavirus nous a surpris parce que certains corécepteurs font que c'est plus au niveau de la gorge et du nez que ce virus se concentre. Et ça a une importance fondamentale par rapport à ce qui va suivre en termes de la maladie, puisque le coronavirus du SRAS de 2003 ne donnait que des pneumopathies sévères parce que le virus était au fond des poumons, alors qu'avec ce nouveau coronavirus, comme les récepteurs sont beaucoup au niveau de la gorge, eh bien, on a aussi des manifestations type maux de gorge et puis le nez qui coule.
On a des gens qui font des formes très mineures, comme ça arrive, et ça, on ne sait pas très bien pourquoi. Effectivement, il y a des degrés de sévérité différents. Mais surtout, on a une contagiosité qui part vraiment de la gorge. Et contrairement au coronavirus de 2003, où les gens ne devenaient finalement contagieux que 5 jours après le début des symptômes, avec la pneumopathie, quand ils se mettaient à tousser, avec ce coronavirus qui est beaucoup plus dans la gorge, eh bien, tu peux devenir contagieux très tôt, même avant le début des symptômes. Et parce qu'il est très proche, avec des concentrations 1000 fois supérieures dans la gorge que ce qu'on voyait avec le coronavirus du SRAS, tu peux être contagieux en parlant. Et c'est pour ça qu'on a dû beaucoup plus renforcer la prise du masque pour se protéger avec ce coronavirus, parce que simplement en parlant, on émet des particules contagieuses, ce qui n'était pas possible avec le coronavirus du SRAS de 2003, où il fallait vraiment tousser pour être contagieux. Et donc, c'est vraiment la difficulté qu'on a eue finalement à contrôler ce virus qui est très contagieux simplement en parlant, qui nous a imposé le masque et puis maintenant d'ouvrir les fenêtres pour aérer. Ben, tout ça, ça dépend de la localisation des récepteurs. Alors, je viens déjà de faire une réponse d'à peu près 4 minutes à la première des 127 questions que vous avez préparées, donc je ne sais pas très bien comment va se finir cette session. C'est pas grave, on a fait une sélection, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais demander à Salomé de poser la question 5. On a identifié plusieurs variantes du virus dans différents pays. Est-ce que l'existence de ces variations favorise ou défavorise les recherches? Et que pouvez-vous nous dire plus spécifiquement sur la variante anglaise? Alors, Salomé, là, tu nous poses une question qui est au cœur de l'actualité. Dans les virus, il faut comprendre, font des copies. Les virus, si tu veux, se reproduisent en permanence. Quand quelqu'un est infecté, il va faire des milliards de copies chaque jour du virus qui se reproduit, et puis c'est comme ça qu'il survit, qu'il envahit les organes. Quand le génome, tu vois, qui contient toute l'information génétique du virus, se copie, il fait des erreurs. Il y a en fait ce qu'on appelle 30 000 nucléotides, 30 000 bases pour faire un génome de coronavirus, et toutes les 1000 bases, il y a une erreur. Et du coup, la copie ne va pas être exactement identique. Le plus souvent, cette copie peut rendre le virus dysfonctionnel, il va disparaître. Quelquefois, ça ne changera rien, mais quelquefois, cette erreur de copie va entraîner un changement. Alors là, je ne sais pas en biologie avec Marie-Odile Couture ce que vous avez fait, mais les bases vont faire des acides aminés qui vont faire des protéines. Il peut y avoir un changement d'acide aminé et donc un changement de la conformation de la protéine, et on n'a plus exactement le même virus. Et quand ça se produit en plus vers le site qui fait cette protéine de surface, cette spicule de la couronne, et qui va s'attacher sur le récepteur, et bien quelquefois, ça fait que les virus peuvent mieux rentrer dans les cellules, et donc on a un virus plus transmissible. Avec ce virus-là, c'est arrivé très peu souvent. Au début, on était inquiet, et puis on s'est dit, finalement, il y a 2 mutations par mois. Ce n'est pas beaucoup. Et il y a eu une seule vraie mutation qui a compté, qui a eu lieu très tôt dans l'épidémie, alors qu'on avait eu le virus chinois qui est parti de Wuhan. Un mois plus tard, il y a un nouveau virus que nous, on appelle D614G, et qui avait cet avantage qui le rendait plus contagieux, qui s'est imposé par rapport aux autres parce qu'il était plus contagieux, et qui a remplacé tous les virus sur la surface de la planète quasiment. Et puis, c'est resté la même chose pendant 1 an pratiquement. Enfin, 1 an, oui, puisque maintenant, on est presque à 1 an du début de l'épidémie. Mais très récemment, on a vu apparaître des nouveaux variants, dont le variant anglais, qui, eux, ont accumulé beaucoup plus de mutations. Et la façon avec laquelle ça s'est produit, on le soupçonne, mais on n'est pas encore sûr, c'est qu'il y a eu une épidémie très forte, tu sais, en Afrique du Sud, pendant ce qui était pour nous l'été et pour eux l'hiver, hein, les saisons sont inversées avec l'hémisphère sud. Au mois d'août, en Afrique du Sud, il y a eu une épidémie majeure. Or, l'Afrique du Sud, c'est le pays aussi où tu as malheureusement une autre épidémie de l'autre maladie infectieuse très importante du dernier siècle, qui est le sida. Et les gens qui ont le sida, ils ont un système immunitaire qui est défectif, et du coup, ils n'arrivaient pas à se débarrasser de ce coronavirus. Ils étaient infectés, mais pour quelqu'un en bonne santé, quand tu es infecté par le coronavirus, en 5-7 jours, tu t'en débarrasses. Des gens qui avaient le sida en Afrique du Sud se sont retrouvés infectés pendant plusieurs semaines. Et parce que leur système immunitaire n'était pas assez vigoureux du fait de la maladie sida,
il ne se débarrassait pas donc de ce coronavirus qui faisait ses mutations au sein de la même personne, du même organisme. Et c'est comme ça qu'ont émergé des mutants avec, par exemple, 24 mutations sur le mutant anglais, ce qui est tout à fait exceptionnel. Et on peut se demander d'ailleurs si le mutant anglais n'est pas arrivé d'Afrique du Sud, parce qu'il y a beaucoup de liens entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre. Ils ont détecté en septembre le mutant anglais, et tu sais que donc l'épidémie d'Afrique du Sud, c'était le mois d'août. Et il y a d'autres mutants qui ont émergé en même temps d'Afrique du Sud. Donc ça, on n'a pas encore complètement l'historique. Mais ces mutants donc, sont très différents et posent des problèmes qui restent vraiment à mieux caractériser maintenant. Le premier pour le mutant anglais, c'est qu'il est 50% plus contagieux. Donc, il se répand plus vite. Et l'Angleterre a connu une épidémie très forte depuis, tu vois, ils étaient au mois de novembre. Comme la France, on voyait le nombre de cas qui baissait avec des mesures de contrôle assez fortes. Et puis tout d'un coup, paf, en décembre, l'épidémie repart en Angleterre. Et le 22 décembre, j'ai un collègue du Imperial College à Londres, avec qui je travaille beaucoup, Neil Ferguson, qui nous appelle et qui nous dit on commence à comprendre pourquoi ça remonte. On a identifié un nouveau variant, tout à fait exceptionnel, 24 mutations. Et puis, ils ont montré depuis qu'il était 50% plus contagieux. Et je pense malheureusement qu'on va avoir d'autres variants du même type. Il y en a un variant que vous allez entendre parler qui s'appelle sud-africain, qui va poser aussi des difficultés. Et donc, on est maintenant sur une nouvelle phase de l'épidémie où il y a une course contre la montre, parce que, comme je l'ai dit il y a 3 jours sur la radio, vous pouvez écouter un interview que j'ai fait avec Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV, et je racontais un peu cette histoire. On a l'impression d'avoir une nouvelle épidémie dans l'épidémie, et on se retrouve comme l'année dernière en février, mais avec une seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on a un vaccin. Donc, on va à la fois essayer de contrôler cette nouvelle épidémie avec un variant qui se transmet plus, mais on a un vaccin, et l'idée maintenant, c'est de vacciner très vite pour protéger les plus fragiles. Et la bonne nouvelle, c'est que, tu vois, on a pris du sang de gens qui avaient été vaccinés. Ces gens, ils ont fait des anticorps contre le vaccin qui leur a été donné. Et quand on a pris ce sang, on a pris ces anticorps, on les a mis en culture avec le virus, le mutant anglais, et les anticorps des gens qui avaient été vaccinés, ils ont pu neutraliser dans les cultures le mutant anglais. Et ça, c'est une indication que le vaccin serait efficace contre le mutant anglais. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, peut-être on a le temps de poser une autre question, la dernière sur le virus, et je vais demander à Oriane de poser la question 3. Alors, comment un virus comme celui de la grippe aviaire, par exemple, peut-il passer d'une espèce à une autre et puis se propager dans la nouvelle espèce? Le monde actuel favorise-t-il l'apparition et la mutation des virus, par exemple la pollution, le changement climatique, etc.? Alors, oui, on sait aujourd'hui que 70% des virus qui émergent et qui donnent donc ces nouvelles maladies nous viennent du monde animal. Les exemples sont, par exemple, le virus Ebola, qui est passé d'une chauve-souris à des chimpanzés et puis après à l'homme. Il y a le virus du sida, qui est passé du chimpanzé à l'homme. Et puis, tu as les virus de grippe que tu citais, qui nous viennent beaucoup des volailles et des porcins, et qui éventuellement passent à l'homme. Alors, il faut savoir que c'est des virus qui circulent un peu entre l'homme, les porcins et les volailles depuis assez longtemps. Tu as des élevages très intensifs maintenant de volailles, et notamment en Chine, de volailles et de porcins avec des très grosses densités, puis tu as des très fortes densités humaines autour. Alors, chez les volailles et les porcins, les virus peuvent circuler. Il peut y avoir, par exemple, un jour, un porc qui est infecté par 2 virus différents qui lui ont été donnés, parce qu'il y a plein de virus qui circulent dans son entourage, donc des virus de la grippe. Et sur ces virus de la grippe, quelquefois, le matériel génétique peut s'échanger d'un virus à l'autre et ça fait un nouveau virus. Et puis quand ce porc est à contact d'un éleveur qui rentre dans la porcherie, eh bien, il peut avoir une projection du virus vers l'éleveur. Et les virus de grippe, quand même, ils peuvent nous infecter pour beaucoup. Mais quelquefois, quand c'est un nouveau virus, il peut infecter le porc, mais il peut ne pas être contagieux pour l'homme. Et c'est là finalement que se joue ce qu'on appelle le franchissement de la barrière d'espèce. Parce que par exemple, le virus peut infecter la cellule, mais il pourrait ne pas en sortir. Donc il y arrive, et ça a été le cas avec la grippe aviaire, celle qu'on appelle H5N1, qui a été une grande menace qui maintenant est un peu en suspens, mais dans les 20 dernières années, que tu aies des virus qui là infectent très bien les volailles, et ça tue les volailles. On appelle ça une épizootie. Zoo, c'est pour animal, et épizootie, c'est une épidémie chez l'animal, et ça les tue.
Et c'est un coût économique très important pour les fermiers et les éleveurs. Mais la grippe aviaire, elle tue les volailles, mais il y a des hommes qui peuvent être infectés, mais curieusement, il n'y a pas eu de transmission interhumaine. Alors depuis que ce virus a émergé, on a eu à peu près 1000 cas de grippe aviaire où des hommes ont été infectés. Dans la moitié des cas, ils sont morts. C'est pour te dire que tu vois, c'est un virus de grippe qui tue la moitié des personnes, très très virulent. Mais heureusement, il arrive à infecter un homme, mais il n'arrive pas à se transmettre d'homme à homme. Et on ne sait pas très bien pourquoi, et tant mieux, parce que du coup, ça fait que c'est un virus qui représente une très forte menace, mais qui, pour l'instant, n'a pas été transmissible d'homme à homme. Et tu comprends bien que si ce n'est pas transmissible d'homme à homme, tu ne peux pas avoir une épidémie. Et c'est la raison pour laquelle, quand l'épidémie a commencé à Wuhan avec ce nouveau coronavirus, la question qu'on a posée tous les jours à nos collègues chinois, c'était: est-ce qu'il y a une transmission qu'on appelle interhumaine, entre hommes et hommes? On savait que ça avait commencé dans un marché animal. Donc on soupçonnait que le virus était passé du monde animal à l'homme dans un de ces marchés, comme ça avait été le cas pour le SRAS en 2003. Mais on ne savait pas encore si ça pouvait se transmettre d'homme à homme. Est-ce que ce serait comme la grippe aviaire et ça s'arrête? Tu vois, ça ne se transmet pas d'homme à homme, il n'y aurait pas d'épidémie. Et puis tous les jours, nos collègues chinois nous répondaient: non, on n'a pas de cas. Et nous, on leur disait: regardez surtout chez le personnel soignant, parce que c'est l'endroit où c'est le plus facile de le voir. Si les médecins, si les infirmiers, si les aides-soignants qui se sont occupés des malades tombent malades eux-mêmes, c'est donc que ça se transmet d'homme à homme. Et ils nous répondaient non, 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 non. Et ils ont fait comme ça jusqu'au 20 janvier. Et puis le 20 janvier, le professeur Zhang est venu à la télévision chinoise, la CCTV, et a dit: nous avons 16 personnels soignants infectés. Et 3 jours plus tard, il mettait Wuhan sous cloche et la province de Hubei. En fait, je pense qu'il savait déjà depuis un certain temps qu'il y avait de la transmission interhumaine, mais ça avait été gardé un peu caché. Merci beaucoup pour toutes ces données tellement intéressantes. Et bon, puisqu'on a parlé du virus, on va enchaîner sur le vaccin, évidemment. Alors peut-être Salomé, si tu veux poser la question 6. Quel est le principe de la vaccination et quels sont les différents types de vaccins, et en particulier, en quoi le vaccin ARN est-il une nouveauté? Alors, les questions les plus simples sont les plus difficiles. Je reprends. Qu'est-ce qu'un vaccin? Alors en fait, avec un vaccin, on va donner tout ou partie, on va prendre un virus pour se simplifier la tâche, on va injecter tout ou partie du virus et on va demander donc à celui qui est vacciné, à son système immunitaire, de fabriquer les réponses qu'on utilise habituellement contre le virus. Alors ces réponses, elles sont de 2 ordres. Il y a ce qu'on appelle les anticorps et puis il y a ce qu'on appelle l'immunité cellulaire. Et là, tu as des cellules qu'on appelle T4 et T8 qui aident aussi à combattre les agents infectieux qui pourraient arriver dans notre organisme. Donc, ce qu'on injecte, ce n'est pas vraiment le virus lui-même, parce que sinon on infecterait les personnes, mais on peut injecter des virus tués, on peut injecter des virus qu'on dit inactivés, ils ne sont pas complètement tués, ils sont un petit peu endormis, on les appelle aussi des virus atténués. Et puis, quelquefois, on peut au contraire injecter simplement, par exemple, la protéine de surface, tu vois, cette fameuse spicule dont je vous parlais qui fait la couronne du coronavirus. Eh bien, on peut injecter cette protéine parce que c'est contre celle-là que vont se diriger les anticorps qu'on fabrique pour se protéger du coronavirus. Donc, si on n'injecte que la protéine de surface, ce qu'on injecte ne va pas être un virus, donc pas entraîner une infection, mais suffira pour qu'on construise quand même, parce que c'est un corps étranger, des anticorps, et que si le virus après arrive avec une vraie infection, les anticorps qu'on avait fabriqués contre la protéine de surface, ils vont être capables de neutraliser le virus. Et puis sinon, on peut passer par un autre système qui est de dire, on ne va pas injecter ni le virus tué, inactivé, atténué, ni une protéine du virus, mais on peut injecter du matériel génétique qui va, lui, créer ces protéines contre lesquelles on veut créer des anticorps. Alors, il y a 2 façons d'injecter ce matériel génétique. Il y a ce qu'on appelle le vecteur viral. C'est ce que fait le vaccin d'AstraZeneca, dont tu as peut-être entendu parler, qui a été développé par l'université d'Oxford avec donc, la compagnie AstraZeneca. Eux, ils ont pris un adénovirus, qui est un autre virus bénin, qui ne donne pas d'infection. Ils ont même pris celui d'un chimpanzé, parce que chez l'homme, il donne très peu de maladies. Et cet adénovirus de chimpanzé, il a son propre génome. Ils ont cassé le génome de l'adénovirus de chimpanzé et ils ont inséré la toute petite partie du génome qui code, qui fait fabriquer
les acides aminés et qui elles-mêmes vont faire la protéine, cette fameuse protéine de surface du coronavirus. Donc, tu injectes l'adénovirus de chimpanzé, qui lui-même, comme un autre virus, il va infecter les cellules. Puis, comme les autres virus, une fois qu'il est dans la cellule, il va détourner la machinerie cellulaire. C'est comme ça que les virus se répliquent dans notre organisme. Cette machinerie cellulaire va faire que l'adénovirus de chimpanzé, il va reproduire, grâce à son génome, les protéines de son génome. En fait, le cycle est interrompu très vite parce qu'on veut le bloquer. Mais au passage, la petite partie du génome du coronavirus qui a été insérée dans l'adénovirus lui-même, eh bien, elle va sécréter cette protéine de surface. Du coup, on va fabriquer des anticorps contre cette protéine de surface. Alors, tu vois que c'est un processus assez compliqué. On t'injecte un autre virus dans lequel on a greffé un petit bout de gène qui fait la protéine de surface. Quand cet autre virus infecte tes cellules, tu fabriques cette protéine. Et puis après, ping, tu fais tes anticorps. Pour passer du gène à la protéine, il y a ce qu'on appelle les ARN messagers, qui, eux, sont produits à partir du gène. Et puis, dans ce qu'on appelle le cytoplasme, le liquide de la cellule, ils vont être attrapés par ce qu'on appelle les ribosomes, les petites usines, qui vont, à partir de l'ARN messager, construire des acides aminés et des protéines. Alors, il y a des chercheurs qui se sont dit, plutôt que mettre un vecteur viral dans lequel on aurait inséré le gène pour faire la protéine de surface, pourquoi est-ce qu'on n'enverrait pas directement ce petit ARN messager qui est effectivement l'intermédiaire entre le gène, c'est le messager si tu veux, et puis les ribosomes pour la construction de la protéine. Et ça, c'était une idée absolument géniale, mais la grosse difficulté qu'ils ont eue, c'est que l'ARN messager, il est extrêmement fragile. Alors d'abord, il a fallu modifier un petit peu la séquence qu'on utilise pour le rendre plus robuste, et après, il a fallu l'entourer de ce qu'on appelle des nanolipides. Un nano, ça veut dire très petit, lipides, qui le protègent. Et maintenant, on t'injecte directement dans le muscle l'ARN messager lui-même, donc tu n'as plus besoin du vecteur viral et tout, et c'est cet ARN messager qui arrive dans sa cellule et qui te permet de fabriquer la protéine du virus contre laquelle tu vas diriger tes anticorps. Donc tu vois que c'est quand même absolument incroyable qu'on ait ces nouveaux mécanismes, si tu veux, de production de vaccins. Ça te dit aussi que quand tu as des grandes crises comme celle-là, bien sûr, on est tous très affectés, c'est très dur pour tout le monde, la planète est en train de vivre un drame qu'on n'a pas vécu depuis très longtemps, mais c'est là où tu vois que le génie humain, quelquefois, il arrive à prendre le dessus. Et puis là, on a accéléré les recherches. Alors, ces recherches, elles étaient un peu dans le pipeline. C'est aussi des très belles histoires de scientifiques qui sont des personnes qui étaient des immigrés dans leur pays, qui ont voyagé, qui y avait des vies dures. Hein. C'est une Bulgare d'un côté et deux Turcs de l'autre qui sont arrivés dans ces grandes facultés américaines, allemandes et tout, et puis qui ont réussi par leur persévérance, à construire finalement ces dispositifs qui sont à l'origine de ils vont avoir des prix Nobel très vraisemblablement à l'origine de ces nouveaux mécanismes de vaccins qui vont après avoir beaucoup de retombées dans d'autres domaines de la médecine et pas simplement pour ce coronavirus. Merci beaucoup. Donc, il y a beaucoup de questions sur le chat, mais qui se rapportent à cette question 7 que Salomé va dire et qui portent sur la méfiance par rapport au virus. Doit-on se faire vacciner? Il y a une autre question sur le chat aussi. Est-on protégé partiellement avec la première injection Moderna avant la seconde? Voilà, que répondez-vous aux sceptiques qui mettent en cause la rapidité avec laquelle le vaccin est arrivé sur le marché? Est-ce que tu veux dire, Salomé, la question 7, ce qui résume un peu tout ça d'ailleurs? De nombreuses personnes sont méfiantes vis-à-vis du vaccin parce qu'il a été mis au point très rapidement, un an au lieu de 5 ou 6. Donc, que diriez-vous pour les rassurer? Alors, le vaccin, il n'est pas parti de zéro d'abord. Hein. Moderna, par exemple, travaille sur ces vaccins ARN messagers depuis de nombreuses années. Leur première publication scientifique sur le vaccin ARN messager remonte à 2015, pour te dire. Tu vois, donc, il y avait quand même déjà de la recherche qui était faite. Cette épidémie, elle a permis d'accélérer ce travail. C'est-à-dire que tout d'un coup, à Moderna, ils ont dit on arrête tout et on fonce sur la production d'un vaccin contre la Covid, parce que c'est vraiment une priorité absolument mondiale. Après, ce qu'il faut comprendre et qui est important, c'est qu'il n'y a pas eu
autant c'est allé très vite, autant les étapes, ça a été très vite, si tu veux, sur la partie production du vaccin. Et ça s'explique parce que finalement, le vaccin, il est très simple dans sa conception. Comme je vous l'ai dit, il suffisait d'avoir la séquence du virus. Et ça, nos collègues chinois nous l'ont donné le 10 janvier. Et Pfizer, par exemple, dit que 4 jours après, ils avaient fait leur vaccin. Quand ils ont vu la séquence du virus, ils savaient quelle était la partie qui était responsable, qui codait donc pour la protéine de surface. Ils ont pris cette petite partie et 4 jours après, ils avaient la séquence et ils pouvaient démarrer le processus de production des lots expérimentaux pour le vaccin, des essais chez l'animal pour après aller chez l'homme. Donc, la partie initiale est allée très très vite parce que le concept avait déjà été trouvé. La partie d'expérimentation chez l'homme, elle a été faite dans les règles. Alors, quand tu lances un nouveau vaccin, on a ce qu'on appelle 3 phases. Tu as la première phase où tu vas prendre une dizaine de personnes, tu injectes le vaccin et tu t'assures que tu n'as pas d'effet indésirable grave, tu vois, qu'il n'y a pas la tolérance est bonne. Puis après, tu fais une deuxième phase, tu prends 100 personnes et tu retestes ton vaccin, tu testes plusieurs doses, tu t'assures qu'il n'y a pas d'effet indésirable grave et puis tu regardes si les gens vaccinés ils produisent des anticorps que tu vas mesurer dans leur sang, tu vois, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois après l'essai. Puis après, quand tu as vu que sur une centaine de personnes, ton vaccin n'a pas donné d'effet indésirable grave, il n'y a pas eu de gens qui sont tombés très malades après, et puis que tu vois aussi que les gens qui ont été vaccinés, ils ont fait des anticorps, donc tu te dis, ça y est, ça a l'air de marcher, tu fais ce qu'on appelle la phase 3, où là, tu testes vraiment si ton vaccin, il fonctionne. Alors, pour les grands vaccins qui sont utilisés aujourd'hui, la phase 3, ça a été 40 000 personnes. On a fait, pour chacun des vaccins, on a fait un tirage au sort. Tu en as 20 000 qui ont reçu le vaccin, et puis 20 000 qui ont reçu ce qu'on appelle un placebo, c'est-à-dire de l'eau, en gros, stérile, qu'on a injecté. Et on a regardé, pendant les semaines qui suivaient, le nombre d'infections qu'il y avait dans le groupe qui avait reçu le vaccin, et puis le nombre d'infections qu'il y avait dans le groupe qui avait reçu le placebo. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup moins d'infections chez ceux qui avaient eu le vaccin. Il y avait 95% d'infections en moins dans le groupe qui avait reçu le vaccin comparé au groupe placebo. C'est pour ça qu'on dit que l'efficacité du vaccin est de 95%. Et sur ces 20 000 personnes qui ont reçu le vaccin, il y a eu très peu d'effets indésirables graves. Donc là, on s'est dit, le vaccin, il marche bien et on peut le commercialiser. Alors, je dirais aux gens qui s'inquiètent parce que c'est allé trop vite, que les phases qui sont importantes par rapport à leur inquiétude, qui est est-ce que ça a été vraiment correctement testé chez l'homme, ces phases-là, elles ont eu une durée, je dirais, normale. Bien sûr, tout ça s'est fait avec beaucoup plus d'énergie qu'on y met habituellement quand on doit planifier le développement d'un vaccin qui prend 5 à 10 ans, parce qu'il y avait une urgence sanitaire. Mais le nombre de 20 000 personnes qui ont reçu le vaccin, 20 000 qui ont reçu le placebo, c'est des bons chiffres, ça te permet d'avoir vraiment une bonne idée d'efficacité. Et maintenant, le vaccin, il est testé. Donc, aux États-Unis, vous avez Moderna. Il y a le vaccin de Pfizer aussi. On est à plus de 2 millions de personnes, je crois, qui ont reçu le vaccin de Pfizer, pour te dire. Et il y a eu 22 accidents. Ça fait 1 pour 100 000. Avec 4 hospitalisations, tu vois, sur 2 millions, ça fait 1 personne sur 500 000 vaccinés qui a été hospitalisée. C'est très peu, c'est ce qu'on voit habituellement avec les autres vaccins. Donc, je pense qu'on a assez de données maintenant pour rassurer les gens qui sont méfiants, pour leur dire l'essai, il a été fait dans les règles et les premières données qu'on a maintenant laissent entendre que ce vaccin n'est pas plus dangereux que les autres vaccins. Et tout l'enjeu maintenant, ça va être d'arriver à convaincre ces personnes qui sont un peu hésitantes de se vacciner parce que l'important, c'est pour ceux qui sont très fragiles, les personnes âgées, qui sont celles qui meurent avec ce nouveau coronavirus, celles qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, des gens qui sont en surpoids, qui ont de l'hypertension, du diabète, des maladies cardiaques, des maladies respiratoires. Ces personnes-là, elles savent qu'elles ont un risque fort si elles sont infectées par la Covid, par le coronavirus, et elles vont se vacciner. Mais il y a d'autres gens qui sont plus jeunes et qui pensent que pour eux, il n'y a pas de risque. Ce n'est pas tout à fait vrai. La Covid, chez des sujets jeunes, peut quand même provoquer des complications, mais c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus rares que chez les sujets âgés. Mais tous ces jeunes, je pense que le message qu'il faut leur faire passer, c'est que s'ils veulent un jour revenir à une vie normale, s'ils veulent pouvoir reprendre l'école normalement, l'université normalement, s'ils veulent avoir un job bientôt, parce qu'il y a une crise économique majeure, tu vois, pendant tout ce temps-là, s'ils veulent pouvoir retourner voir leurs grands-parents, revoir leurs amis, aller dans les bars, dans les restaurants, dans les stades, dans les théâtres, dans les cinémas, s'ils veulent faire tout ça, si on veut revenir à la vie normale, il faudra qu'on soit vacciné, parce que sinon on ne pourra pas y arriver.
Donc, il y a à la fois un bénéfice individuel pour les fragiles et un bénéfice collectif pour un retour à la vie normale de se faire vacciner. Alors, je ne peux pas te dire aujourd'hui qu'est-ce qui arrivera pour les gens de ton âge. Ce qui est sûr, c'est qu'on vaccinera les 18 et plus. Les moins de 12 ans, probablement pas. Les 12-18, ce sera peut-être les derniers à se faire vacciner. Mais à ce moment-là, on aura toutes les données pour vous dire qu'il n'y a aucun danger. Il y a oui, ben justement, il y a 2 questions sur le chat là-dessus. Il n'y a pas de risque majeur post-vaccin à court terme, mais à long terme, peut-il y avoir des effets graves? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de complications tardives des vaccins. Les effets qu'on appelle indésirables liés au vaccin, on les voit dans les 2 mois qui suivent l'administration. Il y a une complication immédiate, qui est celle qu'on voit avec ce vaccin Pfizer, qui est une allergie importante, qu'on appelle un choc anaphylactique. Tu as une baisse de tension brutale et pouf, tu tombes dans les pommes. C'est ce qu'on a vu chez 22 personnes sur 2 millions. Ça fait 1 sur 100 000, c'est pas beaucoup, hein. Et puis il y en avait 7 sur les 22, ils avaient déjà fait ça dans le passé. Donc c'est des gens qui savaient qu'ils avaient ce type d'allergie. Il y a après ce qu'on voit avec tous les vaccins, tu as une petite douleur, c'est un peu rouge, c'est un peu gonflé, tu peux avoir un peu de fièvre. Et on l'a un peu plus avec ce vaccin, notamment après la 2e dose, qu'avec les autres vaccins que vous connaissez, parce que vous avez tous été vaccinés. Mais ça se passe 24-48 heures après. Il y a ensuite, et c'est beaucoup plus rare, des complications qui arrivent dans les 2 mois et qui peuvent être des formes de paralysie qui sont transitoires, mais c'est évidemment très inquiétant parce que les paralysies, ça fait toujours peur. Ça peut être une paralysie de la face, ça peut être une paralysie des jambes, ça peut être une paralysie du corps entier. Ça, c'est des accidents qu'on n'a pas vus avec le vaccin de Pfizer ou de Moderna, mais qu'on a un peu vu dans les essais avec le vaccin d'AstraZeneca. Et ça arrive, là aussi, c'est du 1 pour 100 000 à peu près, hein. C'est d'ailleurs des choses qui arrivent avec le virus lui-même, hein. Des gens qui font une infection par le coronavirus peuvent avoir ce problème, et c'est parce que le vaccin ressemble au virus qu'on peut aussi le faire avec le vaccin, mais beaucoup moins souvent avec le vaccin qu'avec l'infection elle-même. Et ça arrive dans les 2 mois. Mais après 2 mois, il n'y a pas, mais ça il faudrait que je vérifie, mais pas à ma connaissance, de complications qui sont liées au vaccin. Alors c'est vrai qu'on vit dans un monde un peu particulier où des rumeurs, les croyances se propagent très vite. Et il y a des mouvements qu'on appelle les anti-vax, qui eux sont persuadés que les vaccins sont à l'origine de maladies. Et il y a eu un exemple qui, en France d'ailleurs, a beaucoup gêné les campagnes de vaccination contre la rougeole, parce qu'il y a des personnes qui pensaient que le vaccin contre la rougeole était responsable de l'autisme. Alors vous avez sans doute entendu parler de l'autisme, hein, qui est une maladie qu'on diagnostique chez les enfants de 3, 4, 5 ans qui commencent à être un peu renfermés sur eux-mêmes. Et il y a des personnes qui ont commencé à raconter que c'est les vaccins qui provoquaient l'autisme. En fait, l'autisme, ça a toujours existé. Et puis la séquence entre je me fais vacciner dans les 2 premières années de ma vie, c'est déjà l'âge où on fait les vaccins, et puis l'autisme qui apparaît à l'âge de 3, 4 et 5 ans faisait que le vaccin précède la maladie. Alors ça a été très facile de dire voilà, mon enfant a été vacciné contre la rougeole, et puis quelques semaines plus tard, j'ai trouvé qu'il commençait à se renfermer et tout, et puis les rumeurs sont parties et tout ça. Et c'est très difficile de déconstruire ces rumeurs qui scientifiquement n'ont pas de fondement. Parce que ces rumeurs se propagent beaucoup plus vite sur les réseaux sociaux que ce que je peux vous raconter, et puis que les gens qui propagent ces rumeurs, ils sont extrêmement sûrs d'eux, ils arrivent avec des faits qui paraissent incontestables, et que nous, les scientifiques, on a tendance à être prudents. Et du coup, dans notre expression, dans notre façon de raconter les choses, on manifeste nos incertitudes et tout, et qu'on n'est pas très bon pour contrer les rumeurs quand les personnes qui propagent des rumeurs sont très sûres d'elles, parce qu'en fait, elles racontent n'importe quoi et s'en fichent de raconter n'importe quoi. Alors que moi, j'essaye de vous raconter des choses qui sont vérifiées ou autant que faire se peut. Donc voilà, il n'y a pas, à mon avis, de complications à redouter, mais ça, il faut que je vérifie au-delà de 2 mois sur un vaccin, en tout cas, si ça existe, c'est extrêmement rare. Et du coup, on a assez de recul aujourd'hui pour penser que ces vaccins sont quand même très raisonnablement sûrs. Alors, dans les rumeurs, il y a une question sur le chat. Est-ce que le vaccin, en fait, entraîne un changement génétique chez l'individu et donc irréversible? Alors, avec l'ARN messager, cette question avait été posée et la réponse est non.
avec des vaccins qu'on appelle à ADN, mais il n'y en a pas qui soient actuellement en utilisation. Il y en a en cours d'expérimentation. Ce ne serait pas absolument impossible. Après, ce n'est pas forcément quelque chose qui serait grave en lui-même, mais sur les vaccins qu'on a, et notamment le vaccin ARN messager, la réponse est non. Donc, on va poser une question sur la politique sanitaire et je vais demander à Manon de poser la question 11, s'il te plaît. Pourquoi n'est-on pas mieux préparé alors qu'il y a eu récemment d'autres pandémies comme le SRAS ou le H1N1? Et donc, avec le recul, est-ce que le conseil scientifique aurait agi différemment? Le conseil scientifique, tu sais, on a été nommé le 11 mars. Et le confinement a été décidé le 16 mars pour le 17. Donc nous, on n'a pas eu le choix. Quand on est arrivé, la crise était déjà là. On était d'ailleurs appelé, et le conseil scientifique a été constitué parce qu'il y avait une crise majeure qui était présente. Et donc très rapidement, on s'est réunis le 12, 14 et 16 avec des mesures qui ont très rapidement escaladé. Et puis on est parti sur le confinement le 16. Maintenant, si le conseil scientifique avait été créé, tu vois, un mois plus tôt, est-ce qu'on aurait fait les choses différemment? C'est très difficile à dire parce que l'épidémie en France, si tu veux, moi, pendant le mois de février, j'ai suivi ça de très près, évidemment. J'ai même vu passer la première alerte le 30 décembre qui nous disait qu'il y avait 4 personnes qui faisaient une pneumopathie en Chine et qui étaient allées dans un marché. Donc, il y a des listes Internet pour les spécialistes en infectiologie, en épidémiologie qui mentionnaient ça le 30 décembre. En France, quand on regarde ce qui s'est passé, on a eu quelques cas. Il y a eu 6 cas en fin janvier. Et puis les patients ont été isolés, il ne s'est rien passé. On a eu 6 cas au Contamine en Savoie, dans un chalet. Ça, c'était 8 février. On isole, il ne se passe rien. Puis après, il n'y a plus rien. Pendant 3 semaines, on n'a aucun cas diagnostiqué sur le territoire français. Et on arrive au 20 février. Alors, on savait tous qu'il y avait eu une épidémie majeure en Chine. Il y avait eu le confinement à Wuhan. Mais on n'était pas... on se demandait peut-être que les Chinois ont laissé passer le truc. Il s'est énormément développé. Et quand ils ont voulu arrêter, c'était trop tard. Pendant le mois de février, dans les autres pays d'Asie, qui étaient la Corée, à Taïwan, à Hong Kong, à Singapour, en Thaïlande, au Vietnam, ils ont eu des petites épidémies, ils ont toujours réussi à les contenir. Nous, en France, on reçoit 6 cas, puis 6 cas, on arrive à contenir. Et on était là en train de se dire, finalement, ce qui s'est passé en Chine, c'est peut-être qu'ils ont laissé déraper l'épidémie au tout début, mais si on prend très tôt et qu'on isole, comme on l'a fait en France, ça s'arrête. Et puis, les quelques pays d'Asie qui ont été touchés à côté de la Chine, ils ont réussi à bloquer. Et puis, tout a basculé la semaine du 20 février, où il y a eu successivement 2 grands rassemblements évangéliques, un en Corée, dans le nord, à Daegu, et puis un autre en France, à Mulhouse, où là, en France, il y a 2500 personnes qui sont restées pendant 5 jours dans une pièce, enfin une grande salle, mais qui n'était pas si grande que ça. Il pleuvait, ils étaient à l'intérieur, ils chantaient beaucoup, et c'est là où il y a eu énormément d'infections. Il y a eu la découverte d'un foyer dans l'Oise qui était passé inaperçu. Il y a eu l'Italie qui a commencé à avoir ses premiers cas. Puis là, c'est parti très, très vite, en vraiment une traînée de poudre. Et puis, on a appris aussi qu'en Iran, ils avaient une épidémie très importante. Et toute la situation a basculé, pour moi, si tu veux, entre je dirais le 25 février, quand on a appris le patient de l'Oise qui nous a permis de remonter un premier cluster, et que les premiers patients de Mulhouse arrivaient dans les hôpitaux de l'Est. Et après, en 15 jours, c'est parti. C'était vraiment extrêmement difficile à stopper. Et puis, on avait l'exemple de l'Italie qui avait une semaine d'avance sur nous, où on voyait que les choses se détérioraient très vite. Donc, on a quand même tous été surpris de la brutalité avec laquelle ça s'est passé. Et si tu reviens en février et que tu te dis que jusqu'au 25 février, il n'y a pas un seul cas sur le territoire français, ça aurait été difficile quand même de faire porter des masques à tout le monde, même si on les avait eus. On ne les avait pas, hein. Mais alors qu'il y avait 0 cas sur le territoire français. Et vraiment, c'est parti très, très, très vite. Donc, après, oui, bien sûr, maintenant, on saura mieux se préparer pour la prochaine crise. Hein, mais ceux d'entre vous que ça intéresse, je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut vous intéresser ou pas, mais j'ai fait des conférences que vous trouverez sur le site du Collège de France. Donc, vous tapez mon nom et Collège de France,
Et vous verrez j'ai fait des conférences d'1 heure sur les épidémies. Et j'en ai fait 6. Et je raconte un petit peu le processus de déclenchement des épidémies et puis comment les contrer. Et là, vous pourrez avoir pas mal d'informations là-dessus. Et c'est en visio, c'est accessible assez facilement. J'ai une autre question sur la politique sanitaire. Ce sont d'ailleurs les élèves de Camille Barret qui l'avaient posée, mais peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qui a parlé en dernier, disons. Manon, est-ce que tu veux poser la question 10 ? Donc, comment les politiques de santé publique et les choix individuels en matière d'hygiène permettent-ils de lutter contre la propagation de pathogènes ? Il y a 2 niveaux, si tu veux. Tu as le niveau individuel, puis tu as le niveau collectif. Je vais prendre un exemple qui est celui de la Covid, c'est quand même plus facile. Pour vous tous, au niveau individuel, c'est effectivement avec quelques règles d'hygiène que tu te protèges. Alors, comment se transmet le SARS-CoV-2 ? Ça se transmet par des postillons. Ça se transmet aussi. Alors, les postillons, c'est les trucs qui tombent à 1 mètre à peu près. On sait tous ce que c'est qu'un postillon. Et c'est parce que si tu gardes une distance physique d'1 mètre, d'ailleurs les Américains ils disent 2 mètres, donc peut-être qu'ils envoient leur postillon plus loin. Si tu gardes une distance physique d'1 mètre ou 2 mètres, tu te protèges. Si tu mets un masque, tu te protèges déjà des postillons que tu émets, mais aussi de ceux que tu pourrais recevoir. Et puis c'est aussi la raison pour laquelle on nettoie les surfaces, parce que si tes postillons ont contaminé des surfaces, tu les touches avec les mains. Et après, toi, tu as du virus sur la main, donc il faut se laver les mains très régulièrement, il faut nettoyer les surfaces, les poignets, etc. Ça, c'est le premier mode assez classique, donc le postillon qui nécessite d'avoir à la fois le port du masque, on tousse comme ça, on se nettoie les mains et on a bien appris ça. Il y a une autre mode de contamination qu'on a compris un peu plus tard et que je vous expliquais au tout début, qui était parce qu'on a ces concentrations si élevées de virus dans la gorge, la possibilité d'émettre ce qu'on appelle des aérosols, qui sont des particules beaucoup plus fines que le postillon, et qui, là, elles restent en suspension dans l'air. Et elles peuvent contenir du virus. Et ça peut aller à plusieurs mètres. Et c'est pour ça que depuis, on a élargi le port du masque dans le milieu confiné particulièrement, même si on demande dans pas mal d'endroits de le porter à l'extérieur, c'est surtout important pour les milieux confinés, et qu'on vous dit aussi d'aérer. Et je pense qu'il est très important de bien penser à aérer régulièrement, parce que ça contribue aussi à évacuer les aérosols. Donc là, ça c'est l'hygiène, tu vois, personnelle, des mesures individuelles qu'on appelle les gestes barrières, qui tournent autour du port du masque, du lavage des mains et d'une distance physique avec en plus l'ouverture des fenêtres. Après, il y a d'autres mesures qui, elles, relèvent de la collectivité, qui visent à nous empêcher de nous rencontrer finalement. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Le virus, il se transmet quand 2 personnes se rencontrent et qu'elles ne respectent pas les gestes barrières. Alors, d'un côté, on dit aux gens de respecter les gestes barrières, et puis après, on essaie d'éviter qu'ils se rencontrent. Ou s'ils se rencontrent, on essaie de limiter les contacts et de les contrôler. Alors, c'est là où on finit par interdire des rassemblements, qu'on finit par dire qu'on ne peut pas aller au cinéma, au théâtre, etc. On ne peut plus aller dans les stades. Si on fait les courses, il faut que ce soit dans des endroits où on y va un par un, que toutes les règles soient bien respectées, etc. Tu vois, donc ça, c'est ce qu'on appelle la distanciation sociale. Et c'est des règles collectives qu'on est amené à appliquer pour limiter les interactions entre personnes. Et puis quand vraiment c'est trop compliqué et qu'on a perdu complètement le contrôle de l'épidémie, on dit aux gens de rester chez eux. Donc on finit par dire aux gens, c'est le confinement, vous restez chez vous. Alors on met un couvre-feu à partir de 18h, 20h. Et donc tu vois qu'il y a une action qui se fait au niveau collectif pour limiter les contacts entre les personnes. Et puis il y a une action au niveau individuel pour que chaque personne se protège elle-même avec les gestes barrières. Donc ça, c'est un petit peu les 2 grands piliers de notre action. Puis tu peux en rajouter un autre, qui est que quand quelqu'un est malade, il faut bien lui expliquer d'aller se faire dépister dès le début des symptômes, de se mettre en isolement tout de suite. Et puis, après, s'il est infecté, on va retrouver ses contacts, la personne éventuellement qui l'a infecté, et puis celle qui l'a pu infecter, puis on teste tout le monde, on met tout le monde en isolement. Et ça, c'est ce qu'on appelle le contact tracing. Et ça fait vraiment partie aussi de la réponse. Donc, on est à jouer un petit peu avec tous ces outils pour essayer de stopper cette épidémie. Ce que je trouve intéressant dans une épidémie comme celle-là, c'est que tu as à la fois le recours à des mesures vraiment ancestrales d'un autre siècle pour stopper l'épidémie. On a mis les gens en isolement, en quarantaine, on fait des cordons sanitaires, c'est ce qu'on faisait pour la peste au Moyen-Âge, c'est ce qu'on fait pour la grippe espagnole. Et dans le même temps, on a en 1 mois le génome complet d'un nouveau virus qui nous est proposé et 4 jours plus tard, un vaccin ARN messager qui est déjà en début d'expérimentation. Donc, tu as 2 mondes qui se sont rencontrés
un monde du passé et puis un monde extrêmement moderne. Et c'est tous ces moyens de lutte qu'on utilise de façon très pragmatique pour essayer de se protéger. Merci beaucoup. Je vais poser une des questions du chat avec des réponses qu'on va assez brèves parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais parmi les différents vaccins, une méthode est-elle préférable? Est-ce que l'on doit préférer un vaccin RNA ou une méthode traditionnelle? Alors, on n'a pas encore assez de recul pour répondre à cette question. On sait que les vaccins ARN, pour l'instant, dans les essais, sont ceux qui ont donné les meilleurs résultats. C'est-à-dire que l'efficacité est de 95%, ce qui est excellent. Mais il y a les éléments qui nous manquent, c'est est-ce que l'efficacité porte seulement sur la prévention des complications, des formes graves, ou également sur le risque de transmission. Et c'est deux choses différentes. Et il se pourrait qu'il y ait des vaccins qui protègent très bien contre les formes graves, mais qui n'empêchent pas de transmettre une infection bénigne. Ou à l'inverse, des vaccins qui empêchent la transmission, mais ne protègent pas bien contre les formes graves. Donc ça, c'est des éléments qui nous manquent aujourd'hui. Et les vaccins ont été évalués pour leur capacité à empêcher les formes graves. Et deuxième chose qu'on ne sait pas, c'est combien de temps va durer l'immunité qui est stimulée par le vaccin. Et ça va être une grande question. Si les vaccins ARN protègent très bien, mais sur une courte durée, peut-être que des vaccins comme les vaccins à vecteur viral, comme celui d'AstraZeneca, ils vont protéger moins bien, mais beaucoup plus longtemps. Donc, voilà. Puis après, il peut y avoir des vaccins qui sont plus adaptés à certains publics. Peut-être certains seront mieux pour les personnes âgées, ceux qui, par exemple, protègent contre les formes graves, et puis d'autres mieux pour les jeunes, parce qu'ils protègent contre la transmission. On sait que les jeunes ne font pas de formes graves, mais contribuent à la transmission. Donc voilà, il y a encore pas mal d'éléments qui sont pas vraiment définis, mais pour l'instant, il faut reconnaître que les vaccins ARN messagers, même si c'est la première fois qu'on les utilise comme vaccin, hein, ça n'a jamais été utilisé jusqu'à présent, pour l'instant, on donne des résultats qui nous ont beaucoup surpris et dans le bon sens. Une dernière question du chat, enfin, il y en a plein, mais voilà. Évidemment, il y a des questions sur la lenteur de la vaccination. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il y a même des questions sur le fait que diriez-vous aux jeunes qui s'impatientent et sont en colère parce qu'ils se sentent sacrifiés au profit d'une population très âgée dont l'espérance de vie est de toute façon réduite. Voilà, bon, c'est une question un petit peu sur, disons, le rythme de la politique des vaccins. Ouais, d'accord. Des vaccins. Non, ce que j'ai envie de dire, sur la lenteur, c'est à la fois des difficultés pour en France en tout cas, et que la population qu'on a choisie pour le vaccin n'était pas la population la plus facile à vacciner. On s'est dit, on n'a pas beaucoup de vaccins au début, donc autant les réserver pour protéger les plus fragiles, les personnes âgées qui pourraient mourir si elles étaient infectées, alors que ce qu'on appelle l'immunité collective qui ferait que le virus s'arrêterait de circuler, elle ne commencera vraiment à se manifester que quand on aura vacciné pour la France au moins 30 millions de personnes à peu près. Donc comme on avait pour les tout premiers mois juste quelques millions de doses, on s'est dit autant utiliser ces quelques millions de doses pour protéger les plus fragiles. Les plus de 75 ans, c'est 6,4 millions en France. Et comme ça, au moins, s'ils sont infectés, ils ne feront pas de forme grave et ils ne décéderont pas. Et puis, on attend d'avoir plus de doses de vaccins, et ça arrivera dans la deuxième moitié de l'année, pour commencer à les vacciner beaucoup plus large. Et seulement à ce moment-là, on pourra espérer que le vaccin ralentisse la circulation du virus et ait un vrai impact sur l'épidémie, et donc nous libère de l'épidémie. Alors, la question des jeunes sacrifiés, etc., c'est une question qui, évidemment, je comprends, se pose pour vous, et qui nous amène quand même à dire que je pense qu'il est important, il est vraiment important au moment de ces crises sanitaires. On est en train de vivre la crise sanitaire liée à une maladie infectieuse la plus grave depuis la grippe espagnole, si je mets de côté le sida, qui se manifestait de façon très différente. C'est vraiment un moment unique dans l'histoire de l'humanité, parce qu'en plus, ça touche l'ensemble de l'humanité. Alors, ce n'est pas une guerre, mais par certains côtés, ça y ressemble. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron avait utilisé le terme de guerre dans sa première allocution. Et dans les guerres, il y a toujours de la souffrance. Et c'est vrai que d'une certaine façon, on avait eu la chance jusqu'à présent de ne pas être confronté à une crise pareille. Ça nous arrive, ça nous arrivera peut-être encore. Et là, je trouve que dans ces moments très difficiles, il faut savoir faire preuve de solidarité. Si on ne se serre pas les coudes, si on ne fait pas preuve de solidarité, on ne s'en sort pas. Et je ne vais pas vous avoir un discours moralisateur sur une société qui est devenue très égoïste et tout ça.
Mais c'est dans ces moments durs que je pense qu'au contraire, il faut faire ressortir nos valeurs humaines, notre force collective, parce que c'est ensemble qu'on arrivera à vaincre ce virus. Et puis, des valeurs comme une solidarité intergénérationnelle, elles deviennent importantes. Et n'oubliez pas que ce sont vos grands-parents et vos parents qui vous ont élevés, et qu'un jour, vous serez vous-même des parents et des grands-parents. Et qu'une société où on ne s'appuie pas sur ces valeurs de solidarité intergénérationnelle est, à mon avis, une société qui va mal résister aux crises. Donc, c'est le moment de faire la preuve qu'on est capable collectivement d'agir ensemble, de se soutenir, de protéger les vulnérables, ceux qui ont des comorbidités qui peuvent les mettre plus à risque. Et puis, voilà, il faut accepter qu'on a encore, je pense, 6 mois difficiles. New York a été une des villes les plus touchées au monde, mais vous n'êtes pas encore sorti complètement d'affaires. Et j'ai quand même bon espoir qu'à l'été prochain, la situation s'améliore de façon vraiment notable. Et si on réussit à se vacciner tous, alors quand je dis tous, c'est 90% de la population, si on arrive vraiment à se convaincre de ça, je pense que oui, on pourrait espérer à l'automne prochain que cette histoire-là soit un peu derrière nous. Les seuls éléments qu'on ne contrôle pas complètement actuellement, c'est ces nouveaux variants du virus qui sont arrivés, mais je crois qu'on arrivera à réagir et je crois aussi beaucoup à l'inventivité humaine qui, dans une crise comme celle-là, nous a permis en un an d'avoir un vaccin. Si on avait eu cette conversation il y a un an, au moment où l'épidémie démarrait, que vous m'auriez dit combien de temps il faudra pour avoir un vaccin, je vous dirais au minimum 2 ans, et c'est ce que je racontais sur les plateaux télé. Et donc, c'est un des sujets sur lesquels je me suis trompé. Il y en a d'autres, mais j'aurais jamais cru qu'on puisse avoir un vaccin aussi vite, et c'est une très belle chose. Bon, juste une dernière question, peut-être la question 13, Salomé, si tu veux la poser, donc qui est une question pour les élèves qui suivent des études scientifiques. De nombreux élèves qui ont suivi un cursus scientifique au lycée ne poursuivent pas ces études en université et choisissent plutôt des études commerciales. Pourquoi avez-vous choisi de poursuivre une carrière scientifique et que souhaitez-vous dire aux élèves qui hésitent encore? Alors, je n'ai pas pensé tout de suite faire une carrière scientifique. Moi, je voulais être médecin depuis l'âge de 9 ans. Donc, c'est facile, hein. Je ne me suis pas posé de questions. Et donc, je me suis engouffré dans des études de médecine. J'aimais bien la médecine clinique, hein. J'aimais bien soigner les patients. Et quand je suis arrivé au moment de me spécialiser, il y avait à cette époque en France ce qu'on appelle le service militaire, qui n'existe plus aujourd'hui et qui était obligatoire. Et j'ai demandé de le faire avec une organisation non gouvernementale, une organisation humanitaire qui s'appelle Médecins sans frontières. Et je suis parti travailler dans des camps de réfugiés en Asie du Sud-Est, Thaïlande, à la frontière du Cambodge. Et là, j'ai découvert un autre monde. J'ai découvert déjà l'international, l'Asie du Sud-Est que je ne connaissais pas. J'ai découvert les conditions de travail dans des situations difficiles comme celle des camps de réfugiés, les maladies infectieuses qui étaient très importantes dans ce contexte et que je voyais très peu à Paris. Et puis aussi tous les problèmes que posait la santé des populations et l'organisation, si tu veux, des soins dans des endroits reculés comme cela. Et moi qui prévoyais de devenir rhumatologue, et j'avais fait tout ce qu'il fallait pour, et de travailler dans un cabinet parisien après un passage à l'hôpital, je me suis retrouvé à me dire que la santé des populations dans des situations défavorisées comportait des défis vraiment intéressants. Et j'ai décidé donc de basculer sur une nouvelle carrière et je suis parti me former en santé publique. Et c'est là où je suis parti aux États-Unis, à Harvard, faire un doctorat de santé publique. Et j'ai voulu donc, partir sur cette pratique de l'étude de la santé des populations, mais avec un angle de chercheur, effectivement. Et c'est là où j'ai basculé dans le monde scientifique. Et les compétences scientifiques que j'ai acquises sont dans l'analyse de la dynamique des épidémies et de l'épidémiologie, qui est finalement l'étude quels sont les facteurs qui font qu'on devient malade, on tombe malade. Ce qu'on appelle les déterminants des maladies ou les facteurs de risque des maladies et toutes les méthodes pour arriver à les identifier. Donc, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup parce qu'il y a tout cet aspect de découverte et d'investigation. Je travaille sur les virus émergents, donc tous les 2 ans, j'ai une nouvelle crise qui m'amène à me poser la question de savoir c'est quoi ce nouveau virus, comment est-ce qu'il se transmet et quelles sont les conséquences pour les personnes infectées.
Et je me suis beaucoup impliqué sur le virus Zika il y a quelques années, dont vous avez dû entendre parler, mais vous êtes déjà un peu plus jeune, et beaucoup sur d'autres maladies du même type, avec à chaque fois, tu vois, ce goût de la découverte. Mais j'ai gardé en tête l'idée aussi du soin, de la santé, du bien-être des populations, et j'étais content de trouver une carrière qui me permet d'allier les deux. Alors, pour les scientifiques, les jeunes d'entre vous qui voudraient éventuellement devenir scientifiques, il faut avoir la passion. C'est-à-dire qu'il faut comme vous dire, j'ai vraiment envie de faire ça, parce que c'est un métier qui peut être difficile. Les études sont longues, elles sont exigeantes, et ce n'est pas très bien payé. Donc, il faut le savoir. Parce qu'à vos âges, on peut être un peu idéaliste et se dire, c'est pas très grave tout ça et compagnie, mais quand vous aurez des familles et tout, ben là, ça devient plus compliqué. Mais si tu as la passion, si tu as un conjoint compréhensif, eh bien, parce que tu es aussi un petit peu dans ton monde tout le temps, c'est un métier merveilleux parce que tu allies à la fois à ta pratique professionnelle le sentiment d'utilité. Moi, je ne me pose pas beaucoup de questions sur est-ce que je fais est utile. Et ça, c'est important dans la vie, hein. J'ai pas mal d'amis qui, quelquefois, quand ils ont 50 ans, se disent quand je me lève le matin, est-ce que ce que je vais faire a vraiment du sens? Ça, c'est pas trop une question que je pose. Et puis, il y a tout le côté de la découverte, la curiosité. Je passe ma vie, alors c'est terrible à dire, mais dans mes moments de loisirs, je vais en cachette lire des revues scientifiques, hein, parce que sinon, ma femme et puis mes enfants disent « Ah non, papa, il y en a marre, t'es en vacances. » Mais je ne peux pas me décrocher de ça, je suis passionné par ce que je fais. Et c'est très important parce que c'est des études un petit peu longues, comme je te le disais. Donc voilà, si vous avez envie de le faire, allez-y, c'est un super métier, mais exigeant, et du coup, il faut vraiment avoir la passion pour s'engager dans cette voie. Super, quel message. Ben, merci à Allez, vous, au professeur. revoir. Bonne journée. Bonne fin de journée.